Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés. C'est la revue de presse du 3 mars 2025, numéro 456. Alors, comme vous avez pu le voir sur Patreon, une dépêche AFP est arrivée ce matin, nous disant que les ministres de la Défense des pays de la Grande-Bretagne et de la France ne se sont pas entendus pour l'envoi de troupes en Ukraine. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors pourquoi ils ne se sont pas entendus? À mon avis, parce que les troupes françaises et les troupes britanniques ont besoin de la couverture américaine pour être à peu près en sécurité dans des terrains de combat. Bien, eh bien, écoutez, mes chers abonnés, à part ça, quoi de neuf? Si, Monsieur Netanyahou a fermé complètement Gaza. Et Gaza redevient ce qu'elle était, c'est-à-dire un terrain où plus personne, plus une aide humanitaire ne peut rentrer. Bon, écoutez, c'est la revue de presse du 3 mars 2025, c'est la 456e édition. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous à Patreon. Vous y aurez plein de choses. Articles, dépêches, vidéos, bien sûr, que nous ne pouvons pas voir sur YouTube, etc., etc. Allez, au revoir. À demain. Alors, une petite archive avant de commencer cette revue de presse qui date de 2015. Alors, c'est pas une archive russe, c'est pas une archive, c'est simplement une archive d'Euronews. Alors, vous voyez vraiment là, écoutez bien, c'était en 2015, bien avant la guerre officielle du Donbass et l'invasion des Russes. Le bras de fer entre l'Ukraine et la Russie se déroule aussi sur le terrain énergétique. Depuis une semaine, Kiev ne livre plus de gaz aux régions séparatistes. Motif invoqué, les gazoducs sont endommagés par les combats. Le président russe a vivement critiqué cette décision. Il l'a dit ce mercredi lors d'une conférence de presse à Moscou. Non seulement il y a la famine là-bas, non seulement l'OSCE a constaté une catastrophe humanitaire, mais en plus on leur coupe le gaz. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Pour moi, cela ressemble déjà à un génocide. En réaction à l'attitude de Kiev, Moscou a décidé de livrer directement du gaz aux habitants du Donbass et de le facturer aux autorités de Kiev. Le gouvernement ukrainien refuse de payer, indiquant qu'il n'a aucun moyen de vérifier les quantités livrées. Le géant russe Gazprom affirme désormais que l'Europe doit se préparer à d'éventuelles perturbations dans son approvisionnement en gaz. Le ton monte, même si à Bruxelles on joue la carte de la conciliation. Ainsi, le vice-président de la Commission en charge de l'énergie a indiqué ce mercredi qu'il espérait réunir très vite les ministres russes et ukrainiens afin d'aplanir les divergences. L'an dernier, l'Europe a reçu environ 147 milliards de mètres cubes de gaz russe, ce qui représente près d'un tiers de sa consommation. Bruxelles cherche à réduire cette dépendance énergétique. Le Premier ministre britannique Keir Starmer qui a rallié les dirigeants européens pour qu'ils soutiennent l'Ukraine et augmentent les dépenses de défense. Il a également annoncé un accord sur un plan de paix pour l'Ukraine à présenter aux États-Unis. Il a déclaré que la Grande-Bretagne, la France et d'autres États formeraient une coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine. Keir Starmer a d'autre part précisé que la Grande-Bretagne autoriserait l'Ukraine à utiliser 2 milliards de dollars de financement britannique à l'exportation pour acheter plus de 5000 missiles. Le sommet d'urgence de dimanche a eu lieu 2 jours après l'échange houleux entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Notre correspondant nous en dit plus depuis Londres. Des déclarations d'Emmanuel Macron qui nous parviennent à l'instant. Il ne s'était pas exprimé, le président français, à l'issue du sommet de Londres, du moins
lorsqu'il était à Londres. Et là, il donne une interview à nos confrères du Figaro. Et il explique qu'il ne croit pas à un cessez-le-feu signé entre Américains et Russes parce qu'il est persuadé que Vladimir Poutine cherchera avant tout à humilier l'Ukraine, notamment en la démilitarisant. En guise d'alternative, lui et Starmer ont mis sur la table une trêve dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques qui durerait un mois. Avantage, on sait la mesurer, il faut voir que le front aujourd'hui c'est l'équivalent de la ligne Paris-Budapest. En cas de cessez-le-feu, il serait très difficile de vérifier que le front est respecté. Dans son esprit, des soldats ne seraient déployés au sol que dans un second temps. Il n'y aurait pas de troupes européennes sur le sol ukrainien dans les semaines qui viennent. La question, c'est comment on utilise ce temps pour essayer d'obtenir une trêve accessible avec des négociations qui vont prendre plusieurs semaines. Et ensuite, dit-il, une fois la paix signée, un déploiement. En tout cas, selon Emmanuel Macron, les chefs d'État sont prêts à faire bloc. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce qu'on est en train de retrouver une forme de puissance, de cohésion entre les États membres de l'Union européenne, Jacques Beau ? Non, bien entendu, non. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit vous-même, il y a 15 chefs d'État qui sont présents. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de membres de l'Union européenne qui ne sont pas présents à ce sommet. Et notamment, ça a été remarqué, les 3 pays baltes qui se sentent évidemment mis de côté dans cette affaire, qui n'avaient d'ailleurs pas été invités à l'Élysée la semaine passée par Emmanuel Macron, qui ne sont pas invités cette fois-ci non plus. Donc, on n'a pas non plus, évidemment, Viktor Orban et M. Fico de la Slovaquie. Par conséquent, on voit bien que c'est une Europe amputée qui est, et puis on y a ajouté un pays qui fait plus partie de l'Union européenne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. C'est-à-dire eux qui invitent, et on voit bien que l'Union européenne, dans cette configuration, est un peu comment dire, est un peu perdu. Il y a pas, d'ailleurs, on voit que Ursula von der Leyen n'a pas vraiment de stratégie, enfin, personne n'a vraiment de stratégie pour répondre à ça, et ça va être d'ailleurs ça a été l'objet de ce sommet, de discuter des stratégies possibles, parce qu'on voit bien que les Européens n'ont été absolument pas préparés à la situation qui est apparue à l'occasion de la conférence de Munich il y a environ 2 semaines maintenant. Donc voilà, donc c'est une Europe fracturée qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de stratégie, qui ne s'est pas préparée à la situation qui était pourtant prévisible parce qu'on sait depuis une année que Donald Trump avait des chances quand même d'être élu. Et qui n'a pas même les moyens de la stratégie qu'elle voudrait avoir, c'est-à-dire, en gros, envoyer des forces de maintien de la paix en Ukraine. Elle n'en a pas les moyens parce que, et c'est d'ailleurs la raison, c'est un peu l'objet d'ailleurs du sommet, parce que c'est ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron la semaine passée et Keir Starmer à Washington, c'est demander aux Américains ce qu'on appelle du backstopping, c'est-à-dire une sorte de filet de sécurité, si vous voulez, une sorte de bouée de sauvetage au cas où les choses tourneraient mal en Ukraine. Parce que les Européens s'aperçoivent bien que s'ils veulent intervenir sur le théâtre ukrainien, ils pourront envoyer des troupes peut-être, mais si les choses tournent mal, ils n'ont plus de filet de sécurité et il y a de fortes chances que les choses tournent mal pour eux. Donc voilà un petit peu la situation à laquelle on fait face aujourd'hui, qu'on voit avec ce sommet de Londres. Ici, où, donc selon Flight Radar 24, le 28 février, comme vous pouvez voir ici à l'écran, un avion américain, et plus précisément un P-8A Poséidon, c'est un appareil qui est conçu à la base pour la guerre anti-sous-marine à longue distance, mais il peut aussi remplir des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Donc ce dernier, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, a volé jusqu'à la partie sud-est de la mer Noire. Et cela faisait très longtemps que cela ne s'était pas produit. Au-dessus donc, de la mer Noire, donc des vols de reconnaissance. À noter que cet appareil peut également déployer des bouées spéciales lui permettant de recueillir des informations. Et toujours selon Flight Radar 24, un autre aéronef a décollé depuis Sigonella. Alors pour votre information, la base aérienne de Sigonella se trouve en Sicile et elle abrite les forces de l'OTAN.
Et toujours donc, sur cette image, on peut observer un autre P8 qui est aussi apparemment en route vers la mer Noire. Donc dans le passé, ce genre de vol était en principe un préalable à des frappes en profondeur ukrainiennes dans la région de Crimée et de Krasnodar, donc à observer ces prochains jours. Donc voilà pour les informations essentielles au 2 mars 2025. Donc en résumé, sur ces 2 derniers jours, on note une avancée significative des Russes sur l'oblast de Koursk, sur la partie ouest et nord. À noter que les principaux axes d'approvisionnement ukrainiens dans la région de Koursk sont sous le feu de l'artillerie et des drones russes. Mis à part cela, peu d'évolution sur la ligne de front. On note une contre-attaque locale des Ukrainiens au nord-ouest du centre-ville de Chassifiar. Il y a eu une contre-attaque qui est en train de se transformer vraisemblablement en contre-offensive locale de la part de l'armée ukrainienne, puisqu'il y avait une première reconquête du terrain qui avait été opérée par l'armée russe. C'est la flèche en haut à droite, les Ukrainiens avaient réussi à prendre une partie de ces pâtés de maison dès jeudi dernier. Il y a eu une seconde attaque un peu plus à l'ouest qui là encore a conquis du terrain. Et puis souvenez-vous, on parlait des assauts sur la partie sud du saillant que forme la ville en longeant la route qui mène à Kostiantynivka. Eh bien, la dernière fois, l'attaque ukrainienne n'avait pas donné, n'avait pas permis de reconquérir du terrain, alors que là, il semble que véritablement, là encore, les Ukrainiens ont repris pied dans la ville. Et que là, on a vraiment une menace sur cette espèce d'avancée le long de la route, la partie des lignes russes la plus avancée vers le nord, qui risque d'être coupée à sa base sur 2 côtés. Donc, il y a 2 hypothèses, parce que il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux, sur les réseaux SINT. Certains nous disent, bon bah oui, c'est une contre-attaque, les Russes n'avaient pas bien consolidé leur position, les Ukrainiens en ont profité. Pourquoi se lance-t-il à la contre-attaque dans ce secteur? Parce que je rappelle que Toretsk, c'est le tremplin pour Kostiantynivka, qui se situe un peu plus au nord. Donc effectivement, si vous gênez les Russes dans Toretsk, eh bien vous empêchez le bond en avant suivant en direction de Kostiantynivka, qui est le verrou des verrous du secteur nord du Donbass, qui est attaqué sur un autre flanc depuis Chassovyar. Et pour le moment, les combats au débouché de Chassovyar n'ont pas déjà permis de sécuriser toute l'agglomération. Donc il fallait pas que simultanément à ce risque qui court déjà, il y en ait un second qui s'ajoute au sud. Donc on peut penser que les Ukrainiens ont lancé cette contre-attaque locale multidirectionnelle pour ça. Et il y a aussi une autre hypothèse, c'est que les rapports, et peut-être que c'est les 2 hypothèses comme d'habitude qui sont dans le vrai, mélangées, un peu des deux comme on dit, selon lesquels les Russes n'avaient pas complètement sécurisé l'ensemble des quartiers de la ville et que le commandant local avait annoncé de manière un petit peu trop rapide le fait qu'il avait complètement sécurisé l'agglomération de Toretsk. Donc va falloir surveiller ça et va falloir surtout surveiller si les Russes sont capables de dégager cette espèce de saillant vers le nord ou s'ils vont être obligés de se replier et de l'abandonner à l'armée ukrainienne dans les jours qui viennent pour pas qu'ils aient des types qui soient encerclés dedans. Датская премьерша сказала, вы видели, да? Для Украины сейчас мир хуже войны. Стармер, который поехал вслед за Макроном уговаривать Трампа, что не надо так быстро заканчивать эту историю, и при этом хвалился, что в этом году Британия самый большой свой взнос сделает в виде оружия Украине, то есть прямо вот противоречия Трампу и заявляет, что а мы будем вот накачивать. Макрон носится с какими-то... Да, и Стармер тоже. Вот сейчас мы про миротворцев, мы готовим столько-то тысяч, мы будем обеспечивать прикрытие с vozdukha этих миротворцев. Это тоже наглость. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce week-end, les Européens ont serré les rangs autour de l'Ukraine.
Oui, Volodymyr Zelensky a eu droit à une grande séance publique de câlinothérapie, tape dans le dos, étreinte virile, longue poignée de main, c'était un festival, il fallait le réconforter. On aurait dit qu'il rentrait du front, c'est un vétéran ayant survécu à l'ennemi tapi dans le bureau ovale, et les Européens ont fait assaut d'amitié, et ils se congratulaient comme si l'Europe aussi avait été humiliée. Le Canadien Trudeau avait le cœur sur la main, c'est sa spécialité, et le must, le roi en personne Charles III, a reçu le président en pullover, God save Volodymyr. Personne n'a reproché au héros son uniforme kaki et pour cause, contrairement aux Américains, les Européens ne veulent rien imposer à Zelensky et surtout pas un cessez-le-feu sans garantie de sécurité. Ils soutiennent la guerre qu'il incarne. C'est même un Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui l'a convaincu au printemps il y a 3 ans de la mener jusqu'au bout cette guerre et de refuser la trêve. Alors, depuis, il répète comme une évidence que la sécurité de l'Europe se joue en Ukraine, mais refuse d'aller s'y battre. Ils affronteront la Russie et les Russes jusqu'au dernier des Ukrainiens, ni plus ni moins. Non, pardon aux auditeurs pour la qualité de la liaison qui est un petit peu défaillante, mais ça tient tout de même, Vincent, on continue. La France et le Royaume-Uni ont dégainé un plan pour une trêve. Imaginez une trêve d'1 mois dans les airs, sur mer et les infrastructures énergétiques, un cessez-le-feu partiel et provisoire, mais facile à contrôler, un cessez-le-feu qui figerait la ligne de front, passant la Crimée et le Donbass par profits et pertes, comme dans le plan de Donald Trump d'ailleurs. Ce serait une première étape vers une sécurité garantie. C'est l'idée, et c'est un rêve autant qu'une trêve. Une fois le cessez-le-feu obtenu, plusieurs pays européens, une coalition des bonnes volontés, pourraient aller sur place le garantir. Pas 100 000, 30 000 hommes tout au plus. Et encore, ce serait loin de la ligne de démarcation, en protection des villes ou des grands équipements, et à condition que les Américains s'engagent en cas de pépin. Giorgia Meloni a remarqué que ce serait très complexe. Donald Trump n'a pas réagi quand Emmanuel Macron lui parlait de garantie de sécurité la semaine dernière. Il a carrément fait taire Volodymyr Zelensky qui les réclamait comme un dû. Encore plus improbable, il faut aussi l'accord des Russes. Or, l'une des raisons profondes de la guerre, c'est que le Kremlin ne voulait à aucun prix que l'Ukraine se rapproche de l'OTAN. On imagine mal qu'il laisse les armées de pays de l'OTAN déployer une force à sa porte. Alors, on pourra toujours se féliciter que dans cette affaire, Vincent, les Européens se décident à se réarmer. La scène de ménage dans le bureau ovale a réveillé tout le village atlantique. Le secrétaire général de l'OTAN positive. Ça fait des années que les pays membres doivent hisser à 3% de leur PNB les investissements dans la défense. On en est loin, mais désormais on y pense. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a un plan pour financer ce réarmement. Elle le présentera jeudi à Bruxelles. Tout est bon pour élargir son domaine. Le psychodrame sert d'électrochoc et l'Europe avance toujours ainsi. Il faudrait en fait des années, plutôt des décennies, pour accéder à une forme d'autonomie stratégique. En obligeant ses alliés à accélérer le mouvement, Trump apparaîtra alors comme une chance pour l'Europe. Mais d'ici là, il faudra continuer à lui lécher les pieds dans le bureau ovale, à rire de ses blagues et à négocier des deals loin des caméras, tout ce que Zelensky a raté. Dans la planification américaine de l'histoire de l'Ukraine, il est prévu 1, une trêve, 2, des élections pour remplacer Zelensky, et 3, la signature de l'accord. C'est ce qui est prévu par les Américains. C'est pour ça que quand le président français ou le Premier ministre anglais dit on va faire une trêve, en réalité, ils reprennent le projet américain, on fait une trêve, et après, donc on est tous dans la même chose. On sait très bien qu'il faut faire une trêve. Pourquoi ? Alors c'est ça qui est important aussi, c'est que les Russes continuent à progresser. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, bien sûr. Les Russes progressent actuellement encore en Ukraine, et si on les laisse faire encore 2 ou 3 mois, ça va s'aggraver. Oui. Vous voyez ? Alors, et le dernier point que je voulais dire, moi, par rapport à ce qui s'est passé, c'est le fait que je pense que Zelensky a confondu. C'est une opinion personnelle, mais je pense que Zelensky a confondu le président Trump avec le président Biden. Visiblement, parce que ce n'est pas la même mentalité. Oui. C'est pas la même mentalité. Vous pouviez dire beaucoup de choses à Biden, en plus il était un peu fatigué, comme chacun sait, vous ne pouvez pas les dire à Trump. Et là aussi, il y a des choses qui sont passées. Parce qu'il y a si vous voulez, pour les Américains, il faut bien se rendre compte,
quand vous êtes Monsieur Zelensky, Zelensky, et que vous dites à Trump, je n'accepterai pas, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, Trump, vous savez, il a une chose extrêmement simple, personne n'en a parlé. Mais si vraiment il veut faire plier Zelensky et l'Ukraine, mais c'est enfantin. Demain matin, Elon Musk coupe le réseau Starlink. Vous savez que quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, Oui. les Russes ont détruit toutes les liaisons radio de l'armée ukrainienne. Heureusement, dans la semaine, Elon Musk leur a fourni des petits portables pour être en liaison satellite avec Starlink. Bon. Si demain matin, Musk décide d'arrêter les réseaux Starlink, il n'y a plus d'armée ukrainienne, enfin du moins, elle perdra 50% de ses capacités au moins, parce qu'elle ne pourra plus avoir des liaisons radio entre les différentes unités. Donc il faut bien voir ça, si vous voulez. On est aujourd'hui dans une situation où Trump a les clés en main. On joue dans un jeu qui est très dangereux. Bien sûr. Et Volodymyr Zelensky, le premier. C'est pour ça aussi de la compréhension qu'on peut voir à la fin de J.D. Vance et de Donald Trump qui leur disent mais attendez, vous n'avez pas les clés en main, vous n'êtes pas du tout en position. Il lui rappelle la position dans laquelle il est. Exactement. Oui. Kupiansk. Alors Kupiansk, on a des choses à voir sur 3 points ce matin. D'abord, donc encadré en jaune, il y a eu une contre-attaque ukrainienne dans le secteur de Petropavlivka. Donc là, les Russes ont répondu. On va dire que les gains de terrain sont insignifiants de part et d'autre. Un peu plus au nord, donc dans la zone encadrée, en orange, on a eu pareil une contre-attaque ukrainienne qui semble avoir gagné un tout petit peu plus de terrain, mais on est vraiment sur des centaines de mètres maximum autour du village donc de Kindrashivka. Et puis au nord, on a la zone donc de la tête de pont russe qui s'est encore étendue, puisque là les Russes ont pris du terrain en rase campagne près du village de Zapadne. Voilà, donc on voit, et donc Kupiansk comme d'habitude est encadré en bleu. Là par contre, vous voyez que par rapport aux pertes qu'on évoquait tout à l'heure, à l'instant sur Souja, là les Russes revendiquent la mort de 25 Ukrainiens, la destruction d'un véhicule d'infanterie, d'un véhicule blindé, de 4 véhicules à moteur et de 3 pièces d'artillerie. En termes d'hommes, on passe de 240 à 25. Donc ça veut dire que les combats sont d'une intensité quand même beaucoup plus limitée, ce qui est toujours surprenant puisque voilà, ce secteur, malgré les contre-attaques ukrainiennes, les Russes continuent d'étendre leur tête de pont de manière très dangereuse pour la suite des opérations. Alors les Européens, pas les Européens, une partie des Européens se sont réunis à Londres hier, effectivement, et pourquoi dire ils ne sont pas tous réunis? Pourquoi on n'a pas fait une réunion des 28? C'est parce qu'une partie on sait bien qu'une partie des 28 sont pour les Américains et considèrent qu'il faut faire la paix. Oui. Donc, en définitive, même l'Europe qui veut prétendre être toute unie, elle ne l'est pas. Sinon, ils auraient réuni tout le monde. Ils se sont réunis autour de Starmer, et ça, c'est très bien. Bon, la conclusion, c'est quand même fascinant d'ailleurs, c'est qu'on parle en priorité, on dit, il faut que l'Europe se réarme. Pourquoi? Parce que l'Europe, si jamais les Américains s'en vont ou arrêtent de financer l'Ukraine brutalement, l'Europe ne peut pas remplacer les Américains. Eh oui, bien sûr. Tout le renseignement militaire est fourni actuellement par les avions et les satellites américains de reconnaissance. Oui. Et où là, vous voyez tout de suite, on va commencer par le bilan des pertes, et vous voyez bien que c'est là que se situe l'effort majeur de l'armée russe, que c'est vraiment le Schwerpunkt de l'armée russe, puisque les Russes revendiquent d'avoir tué 475 soldats ukrainiens, détruit un M113, un Humvee, 5 véhicules à moteur et 5 pièces d'artillerie dans le secteur. Donc c'est là que les pertes les plus importantes ont lieu. Alors ça couvre tout le secteur. C'est-à-dire que ça va des combats qu'on a donc au sud-ouest de Pokrovsk jusqu'au sud à Konstantinivka. Pokrovsk, je voulais pas encadrer parce que je pense que c'est assez écrit en gros sur la carte. Et puis donc par contre au sud, vous avez Constantinople qui est encadré en rouge pointillé puisque les combats continuent de se dérouler à l'intérieur de la localité.
Et puis vous avez Andrivka qui est complètement aux mains des Russes. Hein, ça fait plusieurs jours enfin même plusieurs semaines maintenant, 2 semaines que c'est réglé. Et les Russes continuent de progresser depuis Andrivka vers l'ouest. Aujourd'hui, les combats se déroulent à la périphérie d'Olekssivka. Donc ces pertes-là sur tout ce secteur-là, parce que voilà, c'est là que les combats les plus intenses et que les Russes engagent les forces les plus importantes pour pouvoir en finir avec l'agglomération de Pokrovsk, mais aussi au sud, on en a parlé, pour en finir avec Constantinopole, puisque après, je ne cessais de le dire, c'est un boulevard vers l'ouest sans réseau défensif majeur. Alors en ce qui concerne Pokrovsk, vous avez des combats qui se déroulent à la périphérie sud-ouest de la ville. Le secteur de Kotlino, d'où part la flèche rouge que nous on a ajoutée toute seule vers le nord-est, eh bien là les contre-attaques, ce que les contre-attaques ukrainiennes avaient permis de reconquérir comme terrain ces 15 derniers jours est de nouveau aux mains des Russes. Et on a toujours des combats très importants donc dans Oudachne, qui est encadré en bleu pointillé, où là encore, on voit que les Russes tentent d'élargir leur zone de contrôle. Ils ont pas envie de foncer plein nord avec une base qui ne soit pas assez large pour résister aux attaques sur les flancs. Ils viennent déjà d'en essuyer plusieurs depuis 15 jours, donc je pense qu'ils veulent vraiment s'étendre le plus possible vers l'ouest avant de faire un bond vers le nord pour couper les derniers axes de communication majeurs dont on a cessé de vous parler. Vous voyez cette grande route blanche tout au nord de la carte. C'est l'objectif de l'armée russe, mais ils ne tenteront, à mon avis, plus du tout d'y accéder sans avoir élargi leur base, notamment vers l'ouest, et je pense au moins jusqu'à Novopitgorodne, parce que c'est au minimum sur cette étendue-là qu'il faudra compter pour pouvoir attaquer vers le nord avec des flancs sécurisés. Quelque chose qui est en train de revenir sur le devant de la scène, c'est le fameux gazoduc Nord Stream 2. Oui. Dont on apprend que Poutine et les Russes souhaiteraient trouver un accord avec les Américains pour une exploitation rapide de Nord Stream 2. Et ça, d'une certaine manière, il n'est pas impossible que ce soit le pire cauchemar des Européens qui se mettent en place, dans le sens où vous auriez à la fois l'Est et l'Ouest qui se mettraient d'accord pour mieux nous dépecer. C'est un peu ça le risque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un article du Financial Times qui est paru hier sur le sujet, dans lequel donc on sait. Alors, on avait déjà parlé à cette antenne il y a quelques mois de l'investisseur Stephen Lynch aux États-Unis qui avait très envie de mettre en faillite la société Nord Stream 2 pour pouvoir la racheter et que en gros le gazoduc passe sous pavillon américain. Donc la société Nord Stream 2, juste désolé pour un tout petit peu de contexte, est une société de droit suisse. Et il y avait fin janvier une audience justement pour éventuellement la mettre en faillite. Et cette faillite a été repoussée au 9 mai. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Et la particularité de Nord Stream 2, c'est que c'est une société donc de droit suisse, mais qui est détenue entièrement par Gazprom, donc le géant gazier russe. Mais le gazoduc Nord Stream 2, lui, a été financé pour majeure partie par des sociétés européennes, y compris Engie, Shell, les gros pétroliers, les gros gaziers européens, pardon. Et si Nord Stream devait être mis en faillite ou restructuré, il y a un risque très important que ces sociétés européennes voient leur crédit tout simplement effacé, ou il y a un risque important à ce niveau-là. Et donc on était à ce moment-là, il y a quelques mois, avec cette idée des Américains de mettre la main sur Nord Stream 2. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça pourrait aller très bien à Poutine. Oui. Et parce que Poutine serait éventuellement d'accord s'il s'agissait de réouvrir Nord Stream 2 et donc de générer des revenus faciles pour la Russie, de laisser le contrôle des gaz, pour le dire comme ça, aux Américains. Et ça, il y a un côté extrêmement frustrant pour les Européens, parce que au départ, Nord Stream 2, c'est un projet qui est russo-allemand.
et que en fait les Allemands sont en train de se faire sortir de la discussion et que les États-Unis et les Russes gagneraient chacun sur 2 tableaux. Les Américains gagneraient sur 2 tableaux parce que ce sont eux qui se sont engouffrés dans la brèche et qui ont remplacé pour partie le gaz russe par leur gaz naturel liquéfié par des gaz de schiste qui nous envoient par bateau, beaucoup plus cher, et que donc ils pourraient continuer à protéger leur fourniture, tout en même temps en ayant un contrôle sur le gaz russe. Et d'un autre côté, pour Poutine, qui, au moment du conflit ukrainien et au moment où le Nord Stream 2, ou même le 1 aussi, au moment où les Allemands ont fermé les vannes, Poutine s'est tourné vers la Chine. Et depuis 2022, il y a eu une très forte accélération des investissements et des infrastructures entre la Chine et la Russie. Et ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et donc pour Poutine, ça lui permet également de jouer sur 2 tableaux et de pouvoir livrer son gaz. C'est grand la Russie, hein, c'est pas le même gaz qu'on livre soit aux Européens ou aux Chinois, c'est-à-dire qu'on ne va pas le chercher au même endroit. Et donc lui, ça pourrait lui permettre de gagner sur 2 tableaux. Et pendant ce temps-là, nous, on est au milieu et on se fait avoir. C'est assez intéressant, c'est que dans l'article du Financial Times, je cite, les auteurs de l'article disent « Ces dernières semaines, de hauts responsables de l'Union européenne ont pris connaissance des discussions autour du projet Nord Stream 2 ». C'est-à-dire qu'on est dans cet univers, et je termine la citation, les dirigeants de plusieurs pays européens sont préoccupés et ont discuté de la question. Donc, je vous rappelle que au moment où Nord Stream 2, ça aussi, le Nord Stream 2, on n'a pas le droit de le dire officiellement, mais je pense qu'il est à peu près admis désormais que c'est les Américains qui l'ont fait sauter. Donc, au moment où Nord Stream 2 a sauté et où ça nous a mis dans une mer de noir, pour parler poliment, d'un point de vue énergétique, où on a traversé une très grave crise dont on n'est toujours pas sorti en fait. Et donc, on devrait se réjouir de pouvoir retrouver un approvisionnement en gaz meilleur marché. Oui. Mais non, non seulement on n'est pas dans les discussions entre la Russie et les États-Unis, encore une fois, alors que là, on parle de notre fourniture en énergie, mais en plus de ça, on est inquiet de pouvoir retrouver du gaz. Alors, c'est un retournement de situation qui est quand même, ça serait cocasse si c'était dramatique, mais ça veut bien dire que les États-Unis, qui nous ont déjà mis une laisse monétaire, une laisse numérique et une laisse militaire, sont en train de nous mettre une nouvelle laisse énergétique autour du cou. Ouais. Et puis on va terminer par le secteur de Velika Novosilka, puisque là encore, les Russes ne cessent de progresser. Donc Velika Novosilka, c'est au cœur de la carte, quasiment, encadré en rouge. Donc là, les pertes, eh bien, vous voyez, ça se situe entre ce qui se passe à Souja et ce qui se passe donc à Pokrovsk. On est sur environ, donc, jusqu'à 190 soldats ukrainiens tués, 2 véhicules blindés, donc je pense type Bradley, Marder détruits, 5 véhicules à moteur et 4 pièces d'artillerie détruites dans la zone. Et donc on voit le contrôle des Russes s'est étendu donc autour du village de Privilne. Et je vous ai encadré en orange tout ce qui a été conquis ces 10 derniers jours depuis Novi Komar, vers le nord, en longeant encore une fois la vallée, mais on voit que les Russes là sont capables de progresser sur 2 axes, plein nord et légèrement nord-ouest, pour encore une fois, ils ont pris Novosilka, le tout petit village de Novosilka, pas Velika Novosilka. Novosilka, c'est là où on a ajouté une flèche rouge qui se dirige légèrement vers le nord-ouest. Et ça permet de comprendre pourquoi les Russes ont voulu s'emparer également de Privilne, parce que ils vont probablement vouloir tenir cette route pour là encore aller vers le nord, vers l'oblast de Dniepopetrovsk qui se situe à la fois au nord et à l'ouest de cette route. Cette conférence de presse informelle dans le bureau ovale a duré environ 47-48 minutes si ma mémoire est bonne, et c'est seulement à la fin que
on pourrait dire, elle a dégénéré dans ce qu'on a tous relevé, c'est-à-dire que il y a eu vraiment un moment très très tendu entre les trois hommes. Faut remarquer que Marc Rubio était également présent à la gauche de J.D. Vance et qu'au cours de l'ensemble de la discussion, il était intervenu de manière tout à fait, on va dire, sereine et sans que ce soit un sujet d'achoppement entre les différents protagonistes. Il confirmait Donald Trump avait une manière de fonctionner, semble-t-il, qui est assez intéressante parce qu'il n'hésite pas à donner la parole, hein, il monopolise pas la parole, et donc il demandait à Marc Rubio de confirmer tel ou tel point. Alors, donc du coup, tout de suite, quand on voit l'intégralité des presque 46-47 minutes, on comprend bien qu'il n'y a pas eu un piège. Hein. C'est-à-dire que Zelensky est pas arrivé à la Maison Blanche, les autres l'ont assis devant les caméras, et puis lui sont tombés dessus pour le mettre mal à l'aise, l'humilier, etc. Il n'y a pas du tout eu ça. Les 40 premières minutes, enfin les 35 et quelques premières minutes se sont déroulées de manière tout à fait classique, comme ça avait été le cas avec Emmanuel Macron, les touchés de main en moins. Hein, Zelensky ne s'est pas donné au jeu préféré d'Emmanuel Macron dans ce domaine, toujours très gênant. Et donc c'est à la fin qu'on a cette séquence qui entre dans l'histoire, puisque d'habitude tout ça a lieu à huis clos, c'est-à-dire que là, c'est la première fois qu'on voit des diplomates ou des chefs d'État, etc. Enfin, et aussi bien sûr des diplomates. Hein, il y avait l'ambassadrice d'Ukraine à Washington qui était là, qu'on voit les gens mettre carte sur table, c'est-à-dire qu'on cache pas au public les différends qu'on peut avoir, les points d'achoppement, et puis si effectivement dans la discussion on a quelque chose qui vient sur la table et qui est pas acceptable par l'une ou l'autre partie, eh bien on n'hésite pas à déballer tout ça devant tout le monde. Alors bien sûr, c'est contraire à tous les usages auxquels la diplomatie nous a habitués depuis, alors je vais pas dire la nuit des temps, parce que il y a très très longtemps, certaines choses pouvaient se régler dans des réunions de réception dans les cours royales devant un parterre de gens qui étaient autorisés, certes, à être là, mais c'était pas autant à huis clos que ça l'est devenu à l'ère moderne et contemporaine. Donc là, voilà, ça a pris cette tournure-là. Et bien évidemment, on a vu le rappel des bases, hein, c'est-à-dire que Zelensky est tombé dans son propre piège, c'est-à-dire qu'il a l'habitude publiquement, depuis 3 ans maintenant, de passer dans des visioconférences au Parlement européen où tout le monde, comme un seul homme, se lève, l'applaudit, dit amen à tout ce qu'il dit, où il arrive partout, il dit donnez-moi de l'argent, donnez-moi des armes, tout le monde lui dit oui monsieur, oui ceci, oui cela, et là il tombe sur des gars qui lui disent ah non, ça va pas se passer comme ça. Et donc pour lui, il y a une rupture, je dirais presque cognitive, mais comment ça, vous allez pas me donner ce que je vous réclame, un peu comme un gamin auquel vous avez donné la malheureuse habitude de lui céder à tout ce qu'il vous demande, et puis d'un seul coup, hop, hein, on change de braquet et je sais pas, par exemple, il va à l'école ou il va dans une institution sportive ou ce genre de choses, et là, les éducateurs, ils lui disent, mais non, mon bonhomme, c'est pas comme ça que ça marche. Really, there's two viable paths here. One is that this war continues on as it has for over 3 years. More and more Ukrainians will lose their lives. More and more of the country of Ukraine will be decimated and destroyed in this what will continue to be essentially a war of attrition. And to what end? To what outcome? President Trump sees this reality. So the alternative to this, which he is so intent on, which he talked about continuously throughout his campaign, that the American people voted for, is his commitment to ending this war and bringing about peace. That requires bringing interested parties to the table to conduct these negotiations. Of course, both sides are going to have their arguments and their interests that they are fighting for. This is the reality of how these negotiations always occur during times of war. Neither side is going to be happy, very likely, with the outcome, but ultimately it needs to lead to peace. And that's what President Trump is so committed to, because he recognizes that the longer this goes on, not only are more Ukrainians losing their lives, but it increases the potential of this escalation towards World War III that he warned against as he sat there with Zelensky, saying that he's gambling with World War III, and that's not a
Et rappelons-nous de ce que disait Zelensky il y a 1 an et demi à peu près. Rappelez-vous de ça. Regardez. The U.S. will have to send their sons and daughters exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war. And they will have to fight because it's NATO that we're talking about, and they will be dying. Alors, je dis pas que Zelensky devrait être en civil, je dis qu'il aurait fallu trouver autre chose, et notamment là pour débarquer à la Maison Blanche, parce que là on n'est plus à l'époque Joe Biden où on fait de la com pour pas cher. Là, Trump veut remettre en place une certaine étiquette, comme on disait à la cour de nos bons rois à Versailles, et donc là venir de cette manière-là, il était à peine arrivé par la même porte que Macron. C'était pour qu'ils se prennent une réflexion. Vous êtes pas en costume aujourd'hui. Bon, voilà, ça commençait déjà mal, mais ça n'a pas été plus loin. Puisqu'on va retourner juste à quelques mètres de vous, celle que l'on attendait, c'est la photo de famille à l'intérieur de Lancaster. Image pour l'histoire. Olivier, forcément, un peu comme l'a dit, au milieu, Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron. Oui, c'est facile. Alors il faut bien l'entendre, pas seulement à l'endroit de Zelensky et de l'Ukraine, parce qu'on va en parler après, c'est aussi à l'égard de tous les débiles européens qu'on a encore vus se réunir hier à la Lancaster House à Londres. C'est la même chose. Vous n'êtes rien sans nous. Voilà. Et là, certains l'ont rappelé, d'ailleurs j'étais un peu étonné, vu le niveau de culture générale habituel sur les chaînes télé, on est dans une redite d'un épisode qu'on connaît déjà. Certes, il est lointain, puisque ça fait presque 70 ans qu'il a eu lieu, d'humiliation de la Grande-Bretagne et de la France et d'Israël, ne l'oublions pas, parce qu'il y a beaucoup de gens, cette partie-là de l'histoire d'Israël, ils l'oublient dans son rapport avec les États-Unis d'Amérique. C'est l'affaire de Suez, parce que je rappelle que l'affaire de Suez est une affaire tripartite. En termes d'organisation de l'attaque du canal. Je parle pas des Égyptiens qui, eux, étaient victimes au bout du rouleau. Mais il y avait une attaque tripartite. Les Britanniques et les Français et l'armée israélienne. Pas simplement les Français et les Britanniques. Et à l'époque, les Américains, et en l'occurrence, pas n'importe quel Américain, puisqu'il s'agissait de la diplomatie d'Eisenhower, a dit vous arrêtez ça tout de suite. Vous n'avez aucun droit de faire ça. Alors bien sûr, les soviétiques à l'époque étaient très contents de se joindre au cœur des vierges effarouchées pendant qu'ils étaient en train de régler le compte de l'insurrection à Budapest. Insurrection d'ailleurs qui avait d'abord un caractère communiste et marxiste, marxien, pardon, pas marxiste, un caractère marxien, qui avait une vraie commune insurrectionnelle à Budapest avant qu'il y ait autre chose. J'ai bien dit avant qu'il y ait autre chose, parce que ça a bien sûr dégénéré, mais au départ on était sur une vraie insurrection marxienne et qui avait des accents très forts de communes type sur le modèle parisien de 1871. Bref, mais donc à l'époque, en 1956, déjà l'Amérique avait dit à ses trois alliés chéris, vous faites machine arrière et vous vous taisez. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de l'état de nos forces armées à l'époque. L'armée française était le pilier numérique de l'OTAN en Europe. L'Allemagne était en train de se reconstituer autour de la Bundeswehr depuis à peine quelques semaines ou quelques mois. On était sur quelque chose de tout à fait embryonnaire à ce moment-là. L'armée britannique représentait encore quelque chose elle aussi, mais l'armée française c'était vraiment le pilier, c'était les gros bataillons de l'OTAN. Et les types sont arrivés, la diplomatie américaine a dit vous arrêtez vos bêtises à Suez et vous vous foutez le camp de la vite fait et vous vous taisez.
ça a été une déculottée diplomatique. Parce que, encore une fois, bon, militairement, hein, on avait fait le job. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que Jean-Marie Le Pen s'était illustré, puisque il revenait d'Indochine avec son régiment, et qu'il a participé à l'opération de Suez et qui s'y est comporté avec bravoure. Et donc voilà, on est dans une situation qui n'est qu'une redite. Alors ok, il y a 70 ans quasiment, mais il y a rien de nouveau. Le maître américain ne va pas changer de méthode, et encore moins là maintenant qu'on a un gars comme Trump qui est complètement assis, où on voit d'ailleurs que J.D. Vance occupe une place extrêmement importante dans le dispositif dont je viens de parler, où Trump lui donne la parole, lui permet de rebondir, de prendre sa propre part à la discussion. Ce que je vous ai annoncé après le discours de Munich, renotez-le pour ceux qui ne l'ont pas entendu, J.D. Vance a de fortes chances, sauf gros incident de parcours, de devenir le futur président des États-Unis, et pas pour 4 ans, mais à mon avis pour les 8 ans qui suivent. Donc on est parti pour 12 ans de Trumpisme à la Maison-Blanche. Et il y a quand même de la part d'Emmanuel Macron l'idée d'une puissance moyenne qui est en train de jouer son rôle d'intermédiaire entre les grands. Et bon an, mal an, bon gré, mal gré, on est obligé de se dire que la vision qu'avait Emmanuel Macron en 2017 d'une défense européenne est une vision intelligente au regard des événements qui viennent de se dérouler. Et je ne dis pas que le fait d'avoir une défense européenne ne soit pas intelligent, mais il y a plusieurs questions à se poser. D'abord, la première, c'est contre quoi? N'est-ce pas? L'idée d'une défense européenne n'est pas nouvelle. En fait, depuis les années 50, il y a eu cette idée, il y a eu l'Union de l'Europe occidentale, et qui jusque dans les années 90, avait comme objectif d'avoir une sorte de volet militaire à l'Union européenne. Mais ça ne s'est jamais réalisé. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que avant d'avoir une défense, il faut avoir une politique de défense. Et pour avoir une politique de défense commune, eh bien, il faut une politique étrangère commune. Or, on voit bien que dans ce conflit, comme d'ailleurs dans le conflit palestinien, l'Union européenne n'a pas de politique étrangère. Elle est totalement absente de ça. À part fournir des armes à l'Ukraine, on voit que l'Europe est totalement absente de la scène diplomatique en général. Donc, quand vous n'avez pas déjà... Parce que la politique étrangère, c'est ce qui vous donne finalement le fil conducteur de votre politique de sécurité. La politique de sécurité, c'est valable pour l'Union européenne comme c'est valable pour n'importe quel pays d'ailleurs. La politique de sécurité, elle a ces deux piliers. La diplomatie ou la politique extérieure et la force militaire. C'est les deux volets de la politique de sécurité avec des importances qui sont accordées différemment selon les pays. Mais en gros, c'est ça. Et donc, quand vous avez déjà le volet de la politique étrangère qui ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas avoir de politique de sécurité. Alors ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est contre qui? Comprenez, quand aujourd'hui, tout le monde se réjouit de voir qu'il y a une augmentation des budgets de la défense, qu'on reconstruit des armées qui ont été affaiblies ces 30 dernières années. Alors, c'est vrai, je suis moi-même ancien colonel de l'armée suisse, j'ai toujours milité pour une armée forte, donc la question... Mais, vous comprenez, l'armée, forte ou pas, elle a une finalité. Et cette finalité doit être vue précisément dans la perspective de ce binôme politique étrangère, politique de défense. Et ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide, c'est qu'on a dit, comme il n'y a plus de guerre entre les blocs, on n'a donc plus besoin du même outil de défense. Et c'est la raison pour laquelle la défense européenne a un peu fondu, parce que nous n'avions plus besoin de la défense dans la mesure où on s'entendait bien. La meilleure protection que vous puissiez avoir, la meilleure sécurité que vous puissiez avoir, c'est bien vous entendre avec les gens. C'est comme ça. Et c'est valable pour aujourd'hui aussi. Enfin, ce serait valable avec la Russie également. N'est-ce pas? Les Américains, eux, se sont engagés dans des politiques sans fin, des guerres sans fin, pardon, précisément pour maintenir cet outil de défense. Et c'est la raison pour laquelle les Américains, depuis la fin de la guerre froide, sont passés pratiquement sans discontinuer d'une guerre à l'autre.
Et comme ça, ils ont pu maintenir leur appareil de défense. Donc là, pas de surprise, pas de guet-apens, et un rappel à l'ordre formel. Voilà. Hein, l'objectif, c'est pas d'être dans la confrontation avec Moscou. L'objectif, c'est de faire de telle sorte à ce qu'on trouve une porte de sortie, parce que cette guerre, nous sommes là, nous, Américains, pour y mettre un terme. Hein, je rappelle que tout ça, ça correspond à la grande notion qu'a développée Emmanuel Todd dans ses derniers entretiens. L'objectif, c'est de solder la défaite. Hein, Trump et ses équipes ont compris que c'était foutu, et donc ils sont là pour solder la défaite de l'Ukraine. Ils sont pas du tout là pour faire autre chose. Et les Russes n'ont jamais dit qu'ils intervenaient à cause de l'OTAN, etc. Non, le fait qu'il ne l'ait jamais dit, d'une part, pardonnez-moi, ça a quand même été mis en avant par Lavrov à plusieurs reprises sur le fait que c'était la pression de l'OTAN qui était véritablement le sujet. Et d'ailleurs, Poutine lui-même, dans ses discussions avec Trump, est en train d'insister sur le fait qu'il est hors de question que l'Ukraine appartienne à l'OTAN. Et d'ailleurs, Trump lui a accordé. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Si vous lisez mes livres, j'explique ça en long, en large et en travers. C'est une préoccupation majeure et c'est probablement d'ailleurs le fond, c'est la couche de fond de ce conflit. Ça, c'est juste, mais pas. La Russie n'est pas intervenue à cause de ça. Là, la Russie est intervenue dans le contexte, d'un contexte parfaitement d'ailleurs juridique, applicable par la Charte des Nations Unies, pas la Charte. Les principes des Nations Unies, la Charte vient là-dessus avec l'article 51 qui a été invoqué par la Russie pour intervenir. La Russie n'a pas intervenu à propos de l'OTAN, même si c'est son problème de fond. C'est pas pour cette raison. D'ailleurs, ça justifie effectivement l'illégalité. Quand bien même les pressions que vous avez évoquées, le fait que les Américains ont manœuvré pour avoir tout ça est juste, mais ça n'est pas une justification légale pour entrer en Ukraine. Et les Russes sont extrêmement prudents là-dessus. Et la raison pour laquelle la Russie est intervenue en Ukraine, c'est au nom du principe de la responsabilité de protéger. Et en l'occurrence, de protéger la population russe du Donbass. C'est un principe qui a été adopté par les Nations Unies après, c'est arrivé 10 ans plus tard, mais ça a été quand même à cause de la crise du Rwanda, façon à donner un instrument juridique pour les États à intervenir dans une situation où une population, une minorité, serait menacée dans un pays. Parce que la menace qui pèse derrière, et on va voir là dans les heures, les jours qui viennent, la réalité de tout ça, c'est que, comme certains m'ont posé la question, mais pourquoi les Américains ne coupent pas déjà Starlink, les communications satellites, etc. En gros, Trump, à la fin de la discussion, c'est ce qu'il dit. Puisque sans nous, vous n'êtes de rien, en gros, c'est sous-entendu, fais bien attention, mon coco, parce que si tu nous prends pour des imbéciles, on arrête tout. Et alors là, si on arrête tout, hein, comme je vous l'ai dit, sans Starlink, sans communication satellitaire, sans satellite d'observation pour détecter les concentrations russes, sans service de renseignement américain, etc., pour soutenir l'armée ukrainienne, un peu l'armée ukrainienne, hein. Déjà qu'au niveau des systèmes d'armes, etc., ils sont à l'os, ils ont plus que ce qu'ils ont engrangé et stocké à l'ouest de l'Ukraine, qui d'ailleurs de temps en temps se prend encore un missile. Alors là, les derniers qui sont tombés, comme on me l'a fait remarquer l'autre jour, c'était sur Odessa. Il y a encore une cargaison britannique qui a pris un missile dans le port d'Odessa. Voilà, donc il y a plus grand chose. Alors on sait que les Américains continuent quand même de stocker des choses en Pologne, hein. Faut pas se voiler la face. Ça veut dire qu'ils préparent une éventualité de ne pas lâcher l'Ukraine. Alors là, je me demande sous quels auspices, parce que vu ce qui se passe pour le moment, je les vois pas demain rouvrir le robinet pour relancer la guerre, parce que c'est absolument pas le but aujourd'hui. Alors, les États-Unis, et d'ailleurs, ça a été très bien expliqué par Marco Rubio il y a quelques semaines dans une interview qu'il a donnée à CBS, où il explique les Américains ont des intérêts nationaux, ils défendent leurs intérêts nationaux. La Russie a des intérêts nationaux, défend ses intérêts nationaux. La Chine, c'est la même chose. Il n'a pas parlé de l'Europe parce que, de nouveau, l'Europe, quel est l'intérêt national de l'Europe? C'est un peu ça, un peu le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est que l'Europe a beaucoup de difficultés à définir son intérêt. Et dans la crise ukrainienne, on voit bien la difficulté qu'a l'Europe à définir son intérêt dans cette affaire.
Et vous en subissez d'ailleurs de plein fouet les conséquences dans les différents, enfin en France, mais pas seulement, en Allemagne et ailleurs, où aux dépens, ou plutôt dans le sillage du soutien qui est fait à l'Ukraine et à la lutte qui est faite à la Russie, eh bien, c'est finalement les Européens qui en subissent les conséquences. Par conséquent, on voit bien qu'il y a les intérêts. Quel est l'intérêt national dans cette affaire? Et c'est là qu'est le problème. Donc, les Américains ne sont pas isolationnistes. Les Américains sont protectionnistes. On a vu donc le pauvre petit Zelensky. Alors entre-temps, il s'était excusé un petit peu, hein, mais vraiment très molto moderato sur X et puis sur Fox News, puisque même s'il a été sorti de la Maison Blanche sans la conférence de presse formelle, sans le dîner, le déjeuner, pardon, puisque à l'heure qu'il était, c'était le déjeuner aux États-Unis. Bref, sans tout ça. Et donc à 18h heure américaine, donc minuit heure de Paris, il a été sur Fox News pour dire merci, mais nous voulons. Il est resté. C'est ça qui était assez bizarre, c'est qu'il est quand même resté sur Fox News sur la même rhétorique. Je ne veux pas dire le même ton, mais sur la même rhétorique qu'à la fin de la discussion qui a dégénéré à la Maison Blanche. Donc ça veut dire qu'il a toujours rien compris et que ce qui entretient cette incompréhension, c'est nous, les Européens, et nous, Français et Britanniques et Allemands en particulier, et probablement un peu les Polonais, ou cet imbécile d'objecteur de conscience de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Donc, il est allé donc à la Lancaster House à Londres, discuter avec tous ces gens-là, où là ils lui ont tous fait des gros câlins, ça a été la câlinothérapie de bisounours, hein, pour lui dire mais non, on est là, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui est ressorti de cette discussion? Bah quasiment rien. Been a horrible war. It's time for it to end. The job of the UN is to bring about peace in the world. I thought that's what the UN was created to do, to stop wars and to prevent them. And that's what the resolution did. Was it antagonistic towards the Russians? No. Back to the point. But it also didn't praise the Russians. All it said is, this is a bad war, it needs to end. And by the way, at the Security Council, which has not been widely reported, the first resolution on Ukraine that has passed the Security Council in 3 years, passed this week because of the leadership of President Trump, and it's a resolution that says, bad war needs to end, let's bring the two sides together. That's what the resolution is. Again, what is the United Nations for? Isn't it not a forum to promote peace in the world? And shouldn't we all be happy that we have a president who's trying to stop wars and prevent them instead of start them? And I just don't get it. I really don't, other than the fact that it's Donald J. Trump. If this was a Democrat that was doing this, everyone would be saying, well, he's on his way to the Nobel Peace Prize. This is absurd. We are trying to end a war. You cannot end a war unless both sides come to the table, starting with the Russians. And that is the point the president has made. And we have to do whatever we can to try to bring them to the table to see if it's even possible. I'm not promising you it's possible. I'm not telling you it's 90% likely. I'm saying it's 0% likely if we don't get them to a negotiating table. And the sooner everyone grows up around here and figures out that this is a bad war that's heading in a bad direction with death and destruction and all kinds of dangers surrounding it that could spiral into a broader conflict, the sooner people grow up and realize that, I think the more progress we're going to be able to make. But the president's crystal clear. He campaigned on it, and he's going to govern on it. And that is, he is going to be a president that tries to achieve peace, and he has been very clear this is a war that would have never happened had Donald Trump been in the White House, and it needs to end, and we're going to do everything we can to end it in an enduring and sustainable and fair way. On a Starmer et Macron qui disent qu'ils veulent instaurer une trêve pendant 1 mois, donc terre, air, mer, frappe sur les infrastructures, comme si les Russes allaient accepter une trêve. Comment faut-il le répéter, le dire, pour que les gens comprennent que les Russes ne vont jamais accepter une trêve? Ça permettrait à l'armée ukrainienne de se reposer alors qu'elle est au bout du rouleau, de reconstituer ses forces, de faire reposer les effectifs, etc. Donc, les Russes ne vont jamais accepter une trêve. En tout cas, tant que leurs conditions diplomatiques n'auront pas été acceptées. Une fois que ça aura été acté, là pourra y avoir une trêve, un cessez-le-feu, comme vous voulez. Mais en ce qui concerne une situation où on ferait d'abord une trêve avant d'accéder aux demandes de Moscou, là, mais c'est une erreur monumentale. Jamais la Russie ne fera ça, parce que ce serait au détriment de ses forces armées.
Tout simplement. C'est même pas une question diplomatique, là. C'est que sur le terrain, les gars diraient, mais attendez, les autres, là, on les tient à la gorge, hein, et on est en train de les finir, on va pas les laisser partir pour se reposer pendant un mois. Как они науськали Зеленского на разворот на 180 градусов, хотя, может быть, Анна-Лена Бербок это расценила бы как 360, нет, но он на 180 развернулся, и из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах «отстаньте вы от русского языка», это наш общий язык, наша общая культура, это же все есть в интернете. И вот за полгода превратился в чистого нациста. И, как правильно говорил наш президент, в предателя еврейского народа. Ils nous disent qu'il faut une coalition of the willing, hein, une coalition, il faut étendre la coalition, mais personne ne veut la rejoindre, votre coalition complètement bancale, hein, personne ne veut aller se bagarrer avec la Russie, parce que le corollaire immédiat économique, c'est ce qu'a rappelé immédiatement Mark Rutte, hein, c'est dire il faut augmenter les dépenses militaires. Ben oui, mais les pays sont à l'os. Donc les gens, ils n'ont pas envie d'engager des dépenses militaires supplémentaires, passer de 2,5, 2, 3% à 5%. Hein, l'économie européenne est déjà en sale état. C'est pas pour qu'on renforce le complexe militaro-industriel au dépens du reste. Alors même si le fait de relancer l'industrie militaire pourrait recréer des emplois et recréer de la richesse, le temps que tout ça se mette en place, c'est beaucoup trop long. Par rapport déjà aux besoins de l'Ukraine immédiats, on n'a pas eu de cesse de le dire, mais là, aujourd'hui, l'impact économique, il serait à 2 ou 3 ans, pas immédiatement, sauf peut-être en termes d'emploi, mais c'est tout. Donc les gouvernements, ils disent oui, bon, on veut bien qu'il y ait la paix en Ukraine, bien évidemment, personne ne veut que le massacre se poursuive, hein, à part peut-être quelques dégénérés sur les bords de la Baltique, comme on a pu le constater avec Madame Kallas, là, la fille d'un ex-apparatchik du Parti communiste soviétique, corrompue jusqu'à l'os, hein, mais elle vient donner des leçons à la terre entière. Alors. Quel message pour les États-Unis? Nous sommes prêts, avec vous, à défendre la démocratie, à défendre le principe qu'il y a un état de droit et que l'on ne peut pas envahir son voisin et que l'on ne peut pas modifier les frontières par la force et qu'il est dans notre intérêt commun de prévenir des guerres futures et donc de défendre ces principes et de défendre la démocratie. Alors, la possibilité, évidemment, d'avoir une approche au sens plus large de l'Europe. Aujourd'hui, les Norvégiens étaient là, les Turcs également. Et bien sûr, nous étions accueillis ici, au Royaume-Uni. Le Canada est également présent. Donc, ce concept plus élargi de l'Europe, avec nos amis des États-Unis, nous allons défendre nos intérêts communs. Merci beaucoup. La coalition Coalition of the Willing, mais qui les Fico dira non, Orban dira non, on voit dans quel état tout ça met la Roumanie aujourd'hui. Donc personne, et puis on voit les Polonais qui sont des malins, hein, qui sont des demi-habiles, qui te disent oui, il faut faire quelque chose, mais qui en off savent très bien qu'il ne faut pas faire quelque chose par rapport à la Russie. Les Polonais n'ont pas envie d'y aller, hein, parce que là, les Ukrainiens, ça les énerve plus que ça ne les intéresse, malgré, bien sûr, leur sentiment atavique anti-russe. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, encore une fois, c'est beaucoup de bruit pour rien, parce que Starmer, bien évidemment, a dit que the United States of America must help us. Doivent nous aider. Bah oui, mais s'ils n'ont pas envie. Écoutez, l'affaire Epstein, en définitive, il y a plusieurs affaires dedans. Hein. Bon, il y a le fait, effectivement, que Epstein était un prédateur, hein, bon, un triste cire qui
qui était très riche, qui a gagné beaucoup d'argent et qui organisait des fêtes on peut dire, avec des jeunes femmes en particulier, mais des fêtes pédophiles parce que c'était des très jeunes. Hein. Donc, dans ces maisons, alors, dans une propriété qu'il avait, bon, dans divers endroits en définitive, mais dont une propriété en particulier, une île, hein, où ça se passait. Il a été pris. Et il y a eu des fuites. Suite à ça, il y a eu un certain nombre de fuites sur des gens. Et on s'est aperçu que les gens qui allaient participer à ça, c'était des gens de la très bonne société de différents pays. Hein, puisqu'il y a eu un des fils de la reine d'Angleterre. Il y a eu beaucoup de monde qui ont été contre. Mais quand la liste n'a jamais été publiée. Le problème depuis le début, c'est la liste. Il y a Epstein avait un carnet. Et puis, il y a son adjointe, là, qui est en prison actuellement, la fille d'un patron de presse anglais. Ghislaine Maxwell, oui. Ancien. Pardon, Maxwell, oui, Ghislaine Maxwell, hein, qui avait des noms, des quantités de noms sur leur carnet. Donc c'est ça qui intéresse tout le monde, c'est de savoir les noms des gens qui sont allés là-bas. Parce qu'on sait qu'il y a des gens très bien, de différents pays, et qu'en définitive, ça plairait aux gens de savoir qui ont été les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les grandes stars qui ont été traînés dans cet endroit. Et pour le moment, on a eu une censure terrible de la part des Américains. Ce qui fait dire, qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il y a toujours un but derrière, ce qui fait dire aux républicains, il y a plein de démocrates qui sont dans le coup, il faut qu'on démolisse un certain nombre de démocrates. C'est ça. Le but, si vous voulez, un des buts de l'opération actuelle, c'est pour les Américains de sortir les noms de démocrates très importants. Alors, il y a des bruits qui courent, il y a des rumeurs qui courent, mais tant qu'on n'a pas vu les listes, on ne peut pas le savoir. Clinton notamment. L'Angleco, François Langlais, la hausse de la TVA sur les auto-entrepreneurs devait initialement entrer en vigueur le 1er mars. Oui. Devant le tollé, le gouvernement avait renvoyé ça au 1er juin, et on se dit, ça va être annulé, comme d'habitude, ce genre de choses. Mais en fait, c'est pas du tout le cas, et en fait, le gouvernement va reculer pour mieux taxer. Il va tenir son projet. C'est vrai, d'après nos informations, Bercy n'a aucune intention de revenir en arrière sur la taxation du chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs. 2 mots sur le fond de l'affaire. Dans le budget adopté tout récemment, il était prévu que les quelques 2,6 millions auto-entrepreneurs, donc il y en a beaucoup, voient leur franchise de TVA abaissée. Jusqu'ici, ils étaient exonérés de TVA pour un chiffre d'affaires inférieur à 85 000 euros dans le secteur du commerce et 37 500 euros dans la prestation de services. C'est la peinture, la plomberie, la coiffure par exemple. Le seuil passait à 25 000 euros, sensiblement plus bas. Avec quelles conséquences du coup ? Très importante. La coiffure par exemple, secteur que je connais bien, est frappée d'un taux de TVA de 20%. Ça veut dire qu'au-dessus de 25 000 euros par an, pour le coiffeur, et non plus de 37 500, les prestations d'un auto-entrepreneur devenaient plus chères de 20%. Ah oui. C'est pas pareil pour le client. Alors, devant la bronca, vous l'avez dit, le ministre des Finances avait suspendu la mesure début février en ouvrant la concertation. Bon, donc on en est où là ? On va y aller, non pas tant pour des raisons budgétaires, dit-on au ministère des Finances, que pour des raisons d'équité. Équité ? Pourquoi équité ? Les entreprises de coiffure en salon, ou les entreprises de peinture, elles facturent la TVA au premier euro de chiffre d'affaires. Elles ne bénéficient d'aucune franchise. Et ça fait des années qu'elles se plaignent de la concurrence déloyale de la part des indépendants. Bercy semble avoir été gagné par leur cause. Même si l'argument budgétaire compte aussi, évidemment, ça représente quand même potentiellement 800 millions d'euros par an. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer, François ? 2 possibilités. Soit on fixe le seuil à un niveau intermédiaire, avec un calendrier pour le faire descendre, soit on maintient le seuil tel qu'il est dans le budget, en exonérant certains secteurs. Par exemple, celui des services à la personne. Ce sont évidemment ceux-là qui sont les plus touchés, parce que si les clients sont des entreprises, la taxation elle est moins gênante parce que les entreprises peuvent récupérer la TVA qu'elles acquittent. C'est le Parlement qui va se voir confier la mission de trouver une façon acceptable de faire rentrer les auto-entrepreneurs dans le rang fiscal. Merci beaucoup. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.